Tu as même mêlé ta mère à ça? La voix froide et dure résonna dans l'entrée de la tranquille maison de banlieue. Immédiatement après, un claquement sec et vif fendit l'air. Je restais là, silencieuse, à observer la scène se dérouler par l'entrebâillement de la porte d'entrée, laissée légèrement entr'ouverte. Sur le parquet froid, gisait ma fille, Clara. Elle pressait ses deux mains contre sa joue rougie, ses épaules tremblant sans qu'elle n'émette un son. Éparpillé à ses pieds se trouvait le gratin maison que je lui avais préparé dans un plat en verre Pyrex. Le verre s'était brisé et la nourriture était impitoyablement éparpillée sur le sol. Au-dessus de ma fille se tenait son mari, Harrison Sterling. Le sourire d'entreprise parfait qu'il m'avait adressé quelques minutes plus tôt avait complètement disparu. Il tirait sur sa cravate en soie coûteuse, sa poitrine se soulevant. Ses yeux étaient injectés de sang, remplis de rage contre une femme qui ne se comportait pas exactement comme il l'exigeait. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité en pleurant pour lui demander ce qu'il faisait à ma fille. Au lieu de cela, j'ai tranquillement et fermement resserré ma prise sur la lanière de mon sac à main en cuir noir. Le bout de mes doigts était devenu froid, mais mon esprit était aussi clair et tranchant que de la glace solide. Harrison a remarqué que je regardais par l'entrebâillement de la porte. « Eleanor » balbutia-t-il. Pendant une fraction de seconde, sa façade de mari parfait a tenté de refaire surface, mais consumé par sa rage persistante, il a rapidement claqué la langue et m'a fusillé du regard. « Quoi ? Vous êtes revenu pour votre portefeuille » cracha Harrison, me traitant comme une nuisance. « En fait, c'est le moment parfait. » Dites à Clara de se ressaisir. C'est moi qui paie les factures ici, et pourtant elle a le culot de se plaindre juste parce que je me suis un peu vanté devant sa mère. C'est complètement déplacé. Harrison pensait qu'il avait gagné. Il supposait que j'allais simplement pleurer, m'excuser et étouffer l'affaire. Jusqu'à présent, j'avais toujours forcé un sourire poli et laissé passer les choses pour maintenir la paix dans leur foyer. Je savais mieux que quiconque que mon silence n'avait fait qu'enfler son ego. Mais Harrison ignorait totalement ce qui allait se passer. Debout en diagonale derrière moi, caché dans les ombres tamisées du porche, se trouvait une autre personne. « Vous avez certainement beaucoup de culot, Harrison. » Une voix basse et autoritaire résonna derrière moi. Au moment où Harrison entendit cette voix, la couleur quitta complètement son visage. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur absolue, comme s'il venait de voir un fantôme. S'avançant lentement à mes côtés se trouvait un gentleman plus âgé, impeccablement vêtu d'un costume gris sur mesure. Ses yeux étaient calmes mais perçants. C'était Richard Caldwell, le président-directeur général d'Apex Logistique, l'entreprise où travaillait Harrison. La bouche d'Harrison s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. « Monsieur Caldwell, que faites-vous ici ?» Le tyran arrogant d'il y a quelques secondes avait complètement disparu. Les genoux d'Harrison tremblaient violemment, comme s'ils pouvaient s'effondrer à tout moment. Ce n'était pas surprenant. Son esprit était probablement en état de panique totale, essayant de comprendre pourquoi le PDG de son entreprise se trouvait sur son paillasson un soir de week-end avec sa belle-mère. J'étais en effet revenu parce que j'avais oublié mon portefeuille. 1 heure plus tôt, nous avions dîné tous les trois dans un steakhouse chic du centre-ville. Harrison avait réservé la table la plus chère, prétendant que c'était pour célébrer sa récente promotion. Il était incroyablement grossier avec le personnel de service, mais avec moi, il n'offrait que des sourires et me versait du vin. Clara avait gardé la tête baissée tout le temps, touchant à peine à sa nourriture. Quand le repas s'est terminé et que j'ai cherché mon portefeuille, Harrison a agité les mains de manière dramatique pour m'arrêter. « Eleanor, s'il vous plaît. C'est pour moi. La mère de Clara est comme ma propre mère. » Les mots sonnaient magnifiquement. Cependant, ses yeux étaient totalement dépourvus de chaleur. J'ai gardé ce sentiment de malaise pour moi, je les ai ramenés à leur maison et je leur ai dit au revoir à la porte. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que mon portefeuille manquait dans mon sac et que j'ai fait demi-tour. Sur le chemin du retour, une voiture s'est arrêtée. C'était Richard Caldwell. Monsieur Caldwell était un ancien protégé de mon défunt mari, Arthur. Quand Arthur était encore en vie, Monsieur Caldwell venait souvent chez nous pour partager un verre sur la terrasse. Il considérait mon mari comme un mentor qui avait façonné sa carrière. Quand Monsieur Caldwell m'a aperçu de sa voiture, il est sorti précipitamment, sautant les politesses habituelles, il avait l'air profondément troublé et a dit « Eleanor, il y a en fait quelque chose concernant Harrison que je dois porter à votre attention. »
Les mots qui sont sortis de la bouche du PDG étaient incroyables. Il a révélé qu'Harrison avait répandu un énorme mensonge à mon sujet au bureau. À mi-chemin de son explication, je me suis souvenu de mon portefeuille. Quand je me suis excusé et dit que je devais retourner à la maison, Monsieur Caldwell a insisté pour me ramener. Et quand nous sommes arrivés à la porte, nous avons entendu les cris. Harrison se couvrit le visage de ses mains tremblantes et s'effondra directement sur le sol. Il tomba à genoux, pressant ses mains contre le parquet dans une posture de reddition totale. Monsieur Caldwell, vous avez tout faux. C'est un malentendu. Clara était juste hystérique. Et Clara, toujours par terre, regardait tour à tour Harrison et moi, sous le choc. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe en manille que Monsieur Caldwell m'avait donnée dans la voiture. Je l'ai posée doucement sur le sol, juste devant Harrison tremblant. Nous pouvons prendre notre temps pour discuter de savoir si c'est un malentendu, Harrison, ai-je dit. Ma voix était si froide et transparente qu'elle m'a même surprise. Parlons du diagnostic médical de ma prétendue maladie en phase terminale et des factures de chirurgie massive que vous avez soumises à votre service des RH. Les épaules d'Harrison sursautèrent violemment. Clara laissa échapper un hoquet, fixant son mari avec une incrédulité totale. Harrison avait pensé qu'il était intouchable. Il contrôlait sa femme par la violence et les abus verbaux, me montrait un visage charmant et siphonnait secrètement l'argent de son entreprise en coulisses. Il pensait que son plan était parfait, mais il a fait une erreur de calcul fatale. Il ne savait pas que son PDG était un ancien protégé du père de Clara, quelqu'un ayant des liens profonds avec notre famille. Il a également commis l'erreur de supposer que j'étais juste une vieille femme faible et silencieuse qui endurerait n'importe quoi. J'ai doucement aidé ma fille à s'asseoir. Son corps était glacial. Sur ses poignets minces, j'ai vu plusieurs ecchymoses sombres qu'elle avait désespérément essayé de dissimuler avec du maquillage. Au moment où j'ai vu ces marques, j'ai senti un feu silencieux et rageur s'allumer au plus profond de mon âme. À ce moment-là, Harrison ne comprenait pas encore la vraie terreur. Il ne réalisait pas que ses mensonges d'entreprise ne se termineraient pas comme de simples excuses pour ses dettes. Il ne saisissait pas non plus tout ce que j'étais sur le point de lui reprendre. Le seul son dans le silence de mort de l'entrée était le tic-tac de l'horloge murale. J'ai tenu ma fille tremblante et l'ai lentement aidée à se relever. Son corps semblait incroyablement léger et fragile. Elle était autrefois une fille si vive et joyeuse, avec un teint éclatant de santé. Maintenant, la femme dans mes bras ressemblait à un petit oiseau terrifié. « Clara, ça va ? C'est fini maintenant, ai-je murmuré. Même avec mon soutien, ses yeux restaient vides. Elle gardait simplement son regard désespérément détourné de son mari par terre. Le courant d'air froid de la porte balayait nos pieds. Monsieur Caldwell regarda tranquillement Harrison. Ce n'est pas un endroit pour parler. Harrison, invitez-nous à l'intérieur. Ce n'était pas seulement une demande d'un patron. Elle portait un poids silencieux et absolu qui ne pouvait être défié. Le visage d'Harrison resta pâle alors qu'il se relevait pratiquement en rampant, nous conduisant dans le salon comme pour s'échapper. Lorsque les lumières du salon se sont allumées, l'espace semblait anormalement impeccable. Pas un seul objet n'était déplacé sur les parquets. Des meubles haut de gamme étaient disposés symétriquement, mais il manquait complètement la chaleur d'une famille. Cela ressemblait à une maison témoin construite uniquement pour l'exposition. Mes yeux se sont posés sur une photographie encadrée sur le manteau de la cheminée. C'était une vieille photo de mon défunt mari, Arthur, riant avec Clara quand elle était petite fille. Arthur est décédé d'une maladie il y a 10 ans. C'était un homme sérieux, un peu maladroit, mais il appréciait sa famille par-dessus tout. Pendant ses jours de congé, il s'occupait du jardin et protégeait notre maison avec fierté. Eleanor, le sourire de Clara est notre plus grand trésor. Il avait l'habitude de dire cela avec des yeux plissés en sirotant un café sur la terrasse arrière. J'ai élevé Clara seule dans la maison de banlieue qu'Arthur avait laissée. Chaque matin, j'allumais une bougie près de son urne, priant pour qu'il veille sur nous. J'ai travaillé sans relâche pour que Clara ne se sente jamais privée. Quand Clara a ramené Harrison à la maison, j'ai ressenti un profond soulagement. Eleanor, j'ai promis de protéger Clara pour le reste de ma vie. J'avais bêtement cru le regard sérieux dans les yeux d'Harrison ce jour-là. Je pensais que ce jeune homme respectable protégerait ma fille à la place d'Arthur. À cause de cela, j'ai fermé les yeux sur les signaux d'alarme subtils. Les sentiments de malaise ont commencé environ 1 an après leur mariage.
Chaque fois qu'il venait pour Thanksgiving ou Noël, les paroles d'Harrison portaient une pique cachée. Clara est tellement inefficace. Je finis toujours par rattraper son retard. Elle reste à la maison toute la journée et ne sait toujours pas cuisiner un simple rôti. Mon cœur se serrait quand il riait et disait ces choses devant nos proches. Pourtant, je forçais un sourire et m'excusais pour sa maladresse. Je me disais qu'un parent ne devait pas s'immiscer dans un mariage. Je m'inquiétais des commérages du quartier et des apparences sociales. Je me suis convaincu que je ne devais pas ruiner la position de ma fille en tant qu'épouse. J'ai ravalé mes paroles, croyant que tant que je ne ferais pas de vagues, leur ménage fonctionnerait sans problème. J'ai puisé dans mon épargne retraite pour leur envoyer des paniers cadeaux. J'ai ignoré le ton déprimé de la voix de Clara au téléphone. Je croyais vraiment que c'était mon devoir de mère. Il y a eu des nuits où je me suis assise devant l'urne d'Arthur, serrant mes relevés bancaires et m'inquiétant. Mais j'avais tellement tort. Plus j'endurais en silence, plus le contrôle d'Harrison devenait fort. Clara a arrêté d'enlever ses cardigans à manches longues même en plein été. Elle a commencé à sursauter et à vérifier l'humeur d'Harrison chaque fois que j'étais là. Et aujourd'hui, il a jeté la nourriture que j'avais préparée par terre. Je me suis maudite d'avoir su tout cela et de ne pas avoir pris de mesures décisives plus tôt. Prenant place sur le canapé, Monsieur Caldwell fixa Harrison. Harrison se tenait figé dans le coin de la pièce, trop paralysé pour même essuyer la sueur froide de son front. Harrison, j'entends que vous avez traversé beaucoup d'épreuves au bureau. La voix de Monsieur Caldwell était calme, mais une lame acérée se cachait sous la surface. Il ne criait pas. Il énonçait simplement les faits. Votre belle-mère souffre d'une maladie en phase terminale, et ses traitements et les soins en établissement coûtent des milliers de dollars par mois. Clara haleta au mot du PDG. Maman, tu es en phase terminale? Elle me regarda, sa voix tremblante. J'ai lentement secoué la tête. J'étais en parfaite santé. Je n'avais même pas visité un hôpital récemment. Harrison avait répandu un mensonge horrible dans son entreprise. De plus, vous avez prétendu que votre femme Clara avait fait une dépression nerveuse et était totalement incapable de gérer le ménage, a poursuivi Monsieur Caldwell. Le visage d'Harrison prit la couleur de la cendre. Vos collègues ont ressenti tellement de sympathie pour votre courageuse lutte pour soutenir votre famille qu'ils ont même organisé une collecte pour vous. Je fixai intensément l'enveloppe en manille sur le sol. Harrison avait utilisé Clara et moi comme accessoires pour solliciter de l'argent au travail. Mais au-delà de ça, il utilisait son statut de mari tragique pour cacher quelque chose de bien plus sombre. J'étais restée silencieuse tout ce temps parce que je ne voulais que protéger le sourire de ma fille. Mais si mon silence l'étouffait et donnait du pouvoir à un monstre, je n'avais plus aucune raison d'hésiter. Monsieur Caldwell, c'est. Les choses ont juste été démesurées. Harrison commença à trouver des excuses, sa voix tendue. En regardant son pitoyable spectacle, ma colère fit place à une pure pitié. Monsieur Caldwell soupira doucement et plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Je me doutais que vous diriez ça, c'est pourquoi je suis venu vérifier les choses en personne aujourd'hui. Dans la main du PDG se trouvait un seul morceau de papier plié. Harrison, ceci est le diagnostic médical au nom d'Eleanor Vance que vous avez soumis au service financier de l'entreprise. Au moment où Monsieur Caldwell déplia le papier sur la table basse, les genoux d'Harrison cédèrent une fois de plus. Le chef du service de médecine de l'hôpital où cela a été prétendument délivré se trouve être un de mes camarades de promotion. Au moment où ces mots tombèrent, l'air dans le salon se figea complètement. Falsification. Les mensonges d'Harrison s'effondraient de la pire des manières. La révélation tranquille de Monsieur Caldwell a brisé le masque parfait d'Harrison. Mais ce qui m'a vraiment choqué, ce n'est pas la falsification elle-même. C'était le coût estimé de l'opération fabriquée, inscrit sur ce papier. Le montant en dollars correspondait à la valeur estimée exacte de la propriété de banlieue que mon mari m'avait laissée, jusqu'au dernier centime. J'ai enfin compris exactement ce qu'Harrison essayait de voler ensuite. Le diagnostic médical sur la table indiquait un coût chirurgical estimé à exactement 300 000 dollars. C'était la valeur marchande précise de la maison qu'Arthur m'avait laissée. Comment Harrison connaissait-il ce chiffre exact? Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Ma maison était un peu loin de la ville, mais Arthur avait contracté un lourd prêt hypothécaire quand nous étions jeunes, travaillant d'arrache-pied pour sécuriser cette propriété pour notre avenir.
Le chêne qu'Arthur avait planté dans le jardin laissait tomber de belles feuilles d'automne chaque année. Les égratignures sur les murs, les craquements du plancher, tout cela était la preuve de l'histoire de notre famille. Harrison avait secrètement recherché la valeur de la propriété et complotait pour la liquider. Monsieur Caldwell garda les yeux fixés sur Harrison. Vous avez soumis une demande spéciale à l'entreprise en même temps que ce diagnostic, n'est-ce pas? Harrison ne pouvait plus former de mots. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses mains tremblantes agrippant ses genoux. Une demande pour le prêt d'aide aux cadres en difficulté de l'entreprise, révéla Monsieur Caldwell. J'ai retenu mon souffle. Harrison prétendait que sa belle-mère était mourante et devait vendre sa maison pour financer son traitement. Par conséquent, il achèterait la propriété à sa valeur marchande pour y installer sa femme et sa belle-mère, s'occupant d'elles deux. Il a demandé une avance de $300 000 sur les fonds de l'entreprise pour financer l'achat. C'était un mensonge brillamment construit et terrifiant, une fille dévouée, un mari fiable soutenant la famille de sa femme. Il n'était pas étonnant que les dirigeants de l'entreprise aient ressenti de la sympathie et aient voulu approuver l'exception spéciale. Mais en réalité, c'était un plan impitoyable pour voler ma maison bien-aimée, et il est allé jusqu'à prétendre que j'étais mourante pour le faire. J'ai resserré ma prise sur la main tremblante de Clara. Harrison, qu'est-ce que tu avais l'intention de faire exactement avec ma maison, ai-je demandé doucement. Les épaules d'Harrison sursautèrent. Non, Eleanor, c'était juste une stratégie de... Je veux dire, quelle stratégie exige que tu me déclares en phase terminale? Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Une personne qui accumule les mensonges ne peut jamais soutenir un contact visuel. Le regard d'Harrison balayait la pièce, évitant désespérément le mien. C'était pour donner la tranquillité d'esprit à Clara, cria soudain Harrison, l'excuse désespérée d'un homme acculé. Tu vis seul, Eleanor. S'il t'arrivait quelque chose, ce serait un désastre. J'ai pensé que si j'achetais la propriété, nous pourrions la rénover en une maison multigénérationnelle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Clara, pour cette famille. Il parlait avec une confiance si injustifiée, comme s'il avait accompli un acte noble. Masquer sa cupidité par un faux amour familial était probablement sa tactique habituelle. Mais en entendant ces mots, Clara laissa échapper un petit son. Menteur. Sa voix était faible et tremblante, mais elle portait un accent de rejet indéniable. Harrison foudroya Clara du regard. Tais-toi. C'est moi qui gère tout pour toi. Normalement, Clara se serait recroquevillée et aurait baissé les yeux. Mais aujourd'hui, c'était différent. Me tenant la main, le visage pâle, elle regarda fixement son mari. La semaine dernière, quand tu as exigé mon numéro de sécurité sociale et ma carte d'identité, les mots de Clara firent à nouveau se raidir Harrison. Tu as dit que c'était pour traiter les papiers pour changer ma voiture. C'était un mensonge aussi? Des larmes coulèrent des yeux de Clara. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de frustration pure et intense. Réalisant que l'homme en qui elle avait confiance l'avait trompée et essayait de voler sa maison d'enfance, je ressentis un profond sentiment de fierté pour le petit acte de rébellion de Clara. Ma fille n'était pas seulement une victime faible et effrayée. Harrison, quel genre de document as-tu falsifié en utilisant l'identité de Clara, ai-je exigé. Harrison claqua la langue. Je n'ai rien falsifié. C'était juste une préparation pour une urgence. Il cracha les mots, mais Monsieur Caldwell secoua lentement la tête. Harrison, arrête d'empiler les mensonges. La voix sévère du PDG rendit l'air dans la pièce encore plus lourd. Les documents que vous avez soumis au RH avaient déjà les signatures notariées de Clara. Le directeur financier a remarqué des incohérences dans les documents et me les a signalés directement. Clara halta. De plus, vous avez soumis un autre document bizarre, n'est-ce pas? Monsieur Caldwell sortit une autre feuille de papier de sa poche. C'était un formulaire manuscrit sur du papier à en-tête de l'entreprise, une procuration attestant que les capacités cognitives de votre belle-mère avaient gravement décliné, vous accordant le contrôle total de sa succession. Et, chose choquante, cela portait la signature notariée d'Eleanor. Je n'en croyais pas mes oreilles. Déclin cognitif grave. Il me déclarait légalement incompétente, et il avait falsifié ma signature pour le faire. J'ai rapidement vérifié l'intérieur de mon sac à main. La poche zippée où je gardais toujours mon passeport, ma carte de sécurité sociale et l'acte de propriété original de la maison étaient complètement vides.
des souvenirs de la semaine précédente me sont revenus en mémoire. J'étais venu aider Clara avec les tâches ménagères. Harrison, agissant de manière inhabituellement gentille, avait dit « Eleanor, s'il vous plaît, asseyez-vous et reposez-vous. Laissez-moi vous faire un café. » Pendant les quelques minutes où je me suis absenté pour aller aux toilettes, il avait fouillé dans mon sac. Penser que quelqu'un de si proche de moi agissait comme un vulgaire voleur. La prise de conscience me glaça le sang. Eleanor, ce n'est pas vrai. C'est un malentendu. Harrison tendit les mains, désespéré de se défendre, mais ses mains tremblaient violemment et des perles de sueur se formaient sur son front. Il sentait son plan parfait s'effondrer. Ce qui occupait mon cœur n'était pas la colère, mais une profonde tristesse. La précieuse maison qu'Arthur avait laissée. L'endroit rempli de souvenirs chaleureux de l'éducation de ma fille. Penser qu'il avait essayé de la voler en utilisant des documents pavés de mensonges aussi horribles. J'ai senti la cruauté sans fond de l'homme nommé Harrison Sterling jusqu'à la moelle. Pourtant, il y avait encore une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Harrison avait-il besoin de 300 000 $ si urgemment? Il ne buvait pas beaucoup. Il ne jouait pas. Et il ne menait pas un style de vie extravagant. En tant que directeur de la logistique d'entreprise, son salaire n'était certainement pas bas. Pourquoi avait-il besoin de réunir une somme d'argent aussi massive si rapidement? Un soupçon lancinant tourbillonnait dans mon esprit. Juste à ce moment-là, le smartphone dans la poche du pantalon d'Harrison vibra par courtes rafales. Le faible bourdonnement résonna étrangement dans la pièce silencieuse. Harrison sursauta immédiatement, vérifiant l'écran. Au moment où il vit l'identité de l'appelant, le peu de couleur qui lui restait s'évanouit de son visage. Agissant avec une panique incroyable, il éteignit frénétiquement le téléphone entièrement. Qui était-ce au téléphone à l'instant, ai-je demandé doucement. C'était quelqu'un du bureau, répondit instantanément Harrison, sa voix se brisant. Mais M. Caldwell pencha la tête, perplexe. Un soir de week-end? Apex Logistique a une politique stricte pour les appels opérationnels le week-end. Harrison s'étouffa avec ces mots. Sa pomme d'Adam bougeait lourdement. À ce moment, une certitude s'est installée dans mon esprit. Le secret que Harrison cachait allait bien au-delà du simple vol de ma maison. Il y avait un abîme bien plus sombre et profond derrière lui. Et le lendemain matin, un petit incident commencerait à révéler la vraie nature de cette obscurité. Monsieur Caldwell se leva lentement du canapé. Ne venez pas au bureau lundi. Considérez-vous comme suspendu en attendant l'enquête. Sa voix était calme, mais elle portait une finalité absolue. Harrison resta affalé sur le sol, hochant faiblement la tête. J'ai pris la main de Clara et me suis tourné pour quitter le salon. Attends, Clara, si tu pars, je... Une voix désespérée plaida derrière nous, mais nous n'avons pas regardé en arrière. Clara serra ma main en retour et fit un petit signe de tête. Nous avons emballé seulement le strict nécessaire et avons conduit toute la nuit pour retourner à ma maison de banlieue. En ouvrant la porte d'entrée, l'odeur familière de ma maison nous a enveloppés. J'ai enlevé mes chaussures et je suis allé directement au manteau de la cheminée où reposait l'urne d'Arthur. Je me suis assise sur le tapis et j'ai commencé à pleurer sans faire de bruit. Je n'ai rien dit, me contentant de frotter doucement le dos de ma fille. Après ce qui a semblé une éternité, les tremblements de Clara se sont calmés. Viens, prenons une tisane chaude. Mais d'abord, nous devons soigner ces bleus, ai-je dit, apportant la trousse de premier secours et m'asseyant à côté d'elle. J'ai lentement retroussé les manches du cardigan que Clara portait. Ce n'étaient pas seulement les ecchymoses fraîches et sombres de l'agression d'aujourd'hui. Il y avait des ecchymoses jaunâtres plus anciennes qui se chevauchaient et qui étaient en train de guérir. Les marques visibles à ses poignets n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Clara, as-tu enduré tout cela toute seule? Mes mains tremblaient. Une colère féroce, bien plus forte que mes larmes, a monté en moi. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Clara a commencé à parler d'une voix fragmentée. Elle m'a dit qu'Harrison avait commencé à la frapper il y a environ 6 mois. Il rentrait à la maison irrité, donnant des coups de pied dans les murs et jetant des objets. Et sans faute, il était toujours terrifié par un appel téléphonique spécifique. Chaque fois que son téléphone sonnait tard dans la nuit, son visage changeait et il se précipitait sur la terrasse, a dit Clara. Ces paroles m'ont rappelé la scène précédente.
La panique anormale qu'Harrison a montrée lorsque son téléphone a vibré devant Monsieur Caldwell. Ce n'était absolument pas un appel d'un collègue. Quelqu'un le mettait impitoyablement au pied du mur, et tout ce stress était déversé sur ma fille sans défense. Alors que j'appliquais doucement la pommade avec un coton-tige, j'ai solidifié ma résolution. Je ne pouvais pas laisser Harrison s'en tirer. Je devais faire éclater au grand jour la vraie raison pour laquelle il avait blessé ma fille. Le lendemain matin, j'ai laissé Clara dormir et j'ai commencé à faire la lessive comme d'habitude. Accomplir les tâches ménagères m'aidait à calmer mon esprit. J'ai pris le cardigan que Clara portait hier et j'ai vérifié les poches, m'assurant qu'il ne restait ni mouchoir ni reçu à l'intérieur. Mes doigts ont effleuré un morceau de plastique dur au fond de la poche. En le sortant, j'ai vu une fine carte de crédit rose vif. Je ne la reconnaissais pas. Au dos, en petits caractères, se trouvait le nom d'un prêteur sur salaire prédateur notoire, et imprimé clairement sur le devant se trouvait le nom de Clara Sterling. J'ai retenu mon souffle. Clara ne prendrait jamais une carte de crédit prédatrice à haut rendement. À côté de la carte se trouvait un reçu froissé. En le dépliant, j'ai vu que c'était un bordereau d'avance de fonds au guichet automatique. Le montant du retrait était de 10 000 $. La date était d'il y a seulement 3 jours. Il n'y avait aucune raison pour que Clara, une femme au foyer, retire une somme aussi énorme. Harrison l'avait forcé à ouvrir une carte de crédit prédatrice à son nom. Mais pourquoi 10 000 $ alors qu'il essayait déjà de voler 300 000 $ par le biais de ma maison? Une avance de fonds de 10 000 $ était la preuve qu'il se démenait désespérément pour un paiement urgent. Pourquoi diable avait-il besoin de cet argent? J'ai arrêté la machine à laver, serrant la carte et le reçu. Ce n'était pas une simple dispute domestique ou un détournement de fonds d'entreprise. Il essayait d'entraîner ma fille dans un marécage sans fond. Je suis retourné tranquillement dans le salon et me suis assise en face de Clara, qui venait de se réveiller. J'ai posé doucement la carte rose sur la table. Au moment où Clara l'a vue, son visage est redevenu pâle. « Maman, c'est... » « Clara, à quoi Harrison a-t-il utilisé cet argent ?» ai-je demandé doucement. Clara se couvrit le visage. « Je ne sais pas, mais il me l'a dit. Il a dit que c'était juste les intérêts. S'il ne remboursait pas le principal, sa vie serait finie. » Les mots qui sont sortis de la bouche de Clara m'ont glacé le sang. Si les intérêts seuls s'élevaient à 10 000 $, quelle était l'ampleur de la dette principale? Le chiffre de 300 000 $, la valeur exacte de ma maison, m'a traversé l'esprit. Harrison essayait désespérément de rassembler de l'argent pour couvrir un échec monumental, et il essayait de forcer sa femme et sa belle-mère à nettoyer son gâchis. Sous la table, j'ai serré les poings, réprimant l'envie de crier. J'ai forcé mon esprit à rester froid et calculateur. Je pouvais voir la faiblesse de mon adversaire. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une preuve décisive. Mais Clara gardait un secret encore plus horrible. « Maman, en fait, il y a autre chose que ce que tu as trouvé hier. » Quand Clara a ouvert son sac à main avec des mains tremblantes, j'ai appris toute l'étendue de l'horreur. Le faible bruit de la fermeture éclair s'ouvrant résonna bruyamment dans la pièce silencieuse. Clara sortit un dossier en plastique transparent du fond de son sac. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée. « Maman, il m'a forcé à signer ça. » La voix de Clara était rauque et s'éteignait. J'ai pris le papier et l'ai étalé doucement sur la table. Mettant mes lunettes de lecture, j'ai regardé le texte. Imprimé en grosses lettres grasses en haut se trouvait « Demande de police d'assurance vie ». Mon cœur a fait un bruit sourd et lourd. Dans la section de l'assuré, il était clairement indiqué le nom de ma fille, Clara Sterling. Et dans la section du bénéficiaire, le nom de Harrison Sterling était imprimé en gras. Mais ce qui m'a choqué plus que tout, c'était le montant du versement en cas de décès. Le chiffre indiqué était de 1 million $. Qu'est-ce que cela signifie? Ma voix était si basse et tremblante qu'elle m'a surprise. Clara se couvrit le visage de ses deux mains et se mit à pleurer de manière incontrôlable. Le mois dernier, il a soudainement ramené ce papier à la maison. Il m'a dit de le signer. J'ai regardé en bas à droite de la page. Il y avait la signature de Clara à côté d'un cachet de notaire falsifié. L'encre noire ressemblait au sang de ma fille, et j'ai eu envie de détourner le regard. Je lui ai dit non. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'une police aussi énorme. Clara a forcé les mots entre deux sanglots, mais il lui a dit. Les mots qu'Harrison lui a adressés étaient d'une cruauté inimaginable.
Ajustant sa cravate coûteuse dans le miroir avant de partir au travail, sans même se retourner, il a croisé son regard dans le reflet et lui a lancé une phrase glaçante. C'est la seule valeur qu'il te reste pour moi. Ce n'était pas une longue tirade. Il n'a pas crié. C'était juste une remarque froide et dédaigneuse, la traitant comme un déchet sans valeur. Cette courte phrase a percé mon cœur comme une lame déchiquetée. Ma poitrine s'est serrée si douloureusement que je pouvais à peine respirer. J'ai profondément maudit ma propre folie d'avoir confié ma fille à un tel monstre. Tu es inutile à la maison. Tu ne fais qu'ajouter à mon stress, avait poursuivi Harrison avec désinvolture. Alors, au moins, sois utile à ma vie quand tu mourras. C'est ton devoir d'épouse. J'ai agrippé fermement la tasse de café sur la table. Le café chaud a ondulé et s'est renversé sur mes doigts, mais pour moi, il semblait glacé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé à quel point c'était un homme méprisable. J'ai simplement reposé la tasse. Elle a fait un petit tintement. J'ai regardé vers le manteau de la cheminée où se trouvait la photo d'Arthur. Le visage souriant sur la photo semblait légèrement triste. Arthur, j'ai fait une erreur, ai-je parlé à mon défunt mari dans mon cœur. J'ai pensé qu'éviter les conflits était la meilleure façon de protéger le bonheur de notre fille. Je me suis inquiété des apparences et j'ai ignoré ses appels à l'aide subtile. Et voici le résultat. Il a mis un prix sur la vie de notre fille pour payer ses dettes. Harrison avait prévu de voler ma maison pour obtenir 300 000 $. Mais ce n'était pas suffisant. Il remboursait une dette terrifiante du marché noir qui exigeait 10 000 $ rien qu'en intérêt. Pour rembourser le principal, il avait l'intention d'utiliser la vie de ma fille comme garantie. Ce n'était plus seulement une question domestique. C'était une guerre pour protéger la vie de ma fille d'un démon dépourvu d'empathie humaine. Clara, j'ai tendu la main et j'ai fermement enveloppé de mes deux mains les mains froides et tremblantes de ma fille, priant pour que ma chaleur lui soit transférée. Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu n'as rien fait de mal. Ma voix était complètement stable. Le tremblement d'il y a quelques instants avait entièrement disparu. Cette police n'a pas encore été officiellement traitée. Nous l'annulerons immédiatement demain. Clara m'a regardé avec des yeux trempés de larmes et a fait un petit signe de tête. Maman, je suis désolé. J'avais si peur. C'est moi qui devrais m'excuser. Je suis si profondément désolé de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Nous avons versé des larmes tranquillement ensemble. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, d'avoir enfin trouvé les mains de l'autre dans un tunnel d'un noir absolu. J'ai juré de ne jamais lâcher ce morceau de papier. Il servirait de preuve définitive de la nature monstrueuse d'Harrison. Le diagnostic médical falsifié, que M. Caldwell détenait, et cette demande d'assurance vie psychotique. Les mensonges du méchant s'effilochaient lentement mais sûrement. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine pour préparer du café frais. Pendant que l'eau bouillait, j'ai froidement comploté mon prochain mouvement. Où Harrison empruntait-il de l'argent? Et pourquoi avait-il besoin de sommes aussi énormes? À moins de découvrir la vérité derrière cela, nous ne pourrions pas résoudre ce problème de manière fondamentale. Clara, as-tu une idée de ce pourquoi Harrison pourrait dépenser cet argent? Ai-je demandé en posant le café sur la table. Clara a réfléchi un instant, puis a secoué la tête. Il gérait toutes les finances lui-même. Il me donnait juste une allocation fixe pour les courses chaque mois. Attends. Clara a soudainement levé les yeux. Il y a quelque chose que j'ai vu le mois dernier pendant qu'il était sous la douche. Clara a de nouveau fouillé dans son sac à main et en a sorti un vieux relevé bancaire usé. C'est un ancien compte chèque qu'il utilisait avant notre mariage. Il est distinct du compte joint que nous utilisons pour les dépenses courantes. Harrison gardait toujours le tiroir de son bureau à la maison verrouillé, mais le mois dernier, il avait oublié de le verrouiller. Par curiosité soudaine, Clara a ouvert le tiroir et a trouvé ce relevé. Elle a dit qu'elle avait eu peur et l'avait instinctivement caché dans son sac à main. J'ai regardé à l'intérieur, mais ça n'avait aucun sens pour moi. J'ai pris le vieux relevé bancaire. Le nom d'Harrison était imprimé sur le devant. J'ai lentement tourné les pages. Les premières pages étaient normales, montrant de petits retraits. Mais au moment où j'ai tourné à la dernière page, mes yeux se sont collés à une séquence bizarre de texte imprimé. Il y avait des virements mensuels à un nom que je ne reconnaissais pas. Et ce n'était pas seulement un ou deux.
Le même montant exact était déduit le même jour exact de chaque mois avec une précision anormale. Et au moment où j'ai vu le nom du destinataire, j'ai ressenti un vague sentiment de familiarité. J'étais sûr d'avoir entendu ce nom quelque part dans le passé. L'obscurité que Harrison essayait désespérément de cacher dormait à l'intérieur de ce relevé. Fixant la page, j'ai tranquillement commencé à formuler mon prochain mouvement. Le nom imprimé sur la dernière page du relevé était Valérie Dalton. Chaque mois, le 25, exactement 4000 $ étaient virés sur son compte. Ce n'était pas un relevé d'1 ou 2 ans. J'ai feuilleté les pages en arrière. Les paiements se poursuivaient sans un seul retard depuis plus de 5 ans. J'avais un vague souvenir de ce nom. Valérie Dalton, ai-je murmuré à voix haute. Au moment où je l'ai dit, Clara a halté à côté de moi. Maman, ce nom. Le visage de Clara est redevenu pâle. La connaissez-vous? Clara s'est frotté les bras. Juste après notre mariage, le téléphone de la maison a sonné au milieu de la nuit. J'ai répondu et une jeune femme a demandé, est-ce qu'Harrison est là? Quand j'ai passé le téléphone à Harrison, il a paniqué et a pratiquement couru sur la terrasse. Le lendemain matin, Harrison avait minimisé l'incident en disant que c'était un mauvais numéro, mais il envoyait 4000 $ par mois à ce mauvais numéro. Ce n'était pas une simple liaison ou une infidélité. Sur 5 ans, cela s'élevait à près de 240 000 $. Pourquoi aurait-il besoin de payer une somme aussi énorme? Et parce qu'il ne pouvait plus se le permettre, il a ciblé ma maison et a souscrit une assurance sur la vie de Clara. Les points se reliaient enfin en une seule ligne noire terrifiante. Le lendemain matin, j'ai laissé Clara à la maison et je me suis dirigé vers ma banque au centre-ville avant de démolir complètement les mensonges d'Harrison. Il y avait quelque chose que je devais faire en premier. Assurer mes propres arrières. La banque était légèrement bondée. Je me suis assise sur un canapé dans la salle d'attente, serrant mon vieux chéquier et ma carte d'identité. Numéro 100, veuillez vous présenter au guichet, a appelé la caissière. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois signaler le vol de mes documents personnels et de ma carte d'identité et je veux mettre un gel total immédiat sur tous mes comptes. Ma voix était parfaitement calme, mais la caissière avait l'air légèrement surprise. Un gel total, madame? Cela signifie qu'absolument aucun retrait ni virement ne peut être effectué par quiconque. Ça ne me dérange pas. Veuillez le traiter immédiatement. Harrison avait volé ma carte de sécurité sociale et falsifié une procuration. Il a menti en disant que j'avais la démence, prévoyant de prendre le contrôle total de mes biens. Mais avec cela, tous les documents qu'il possédait devenaient du papier totalement inutile. Peu importe la perfection des formulaires juridiques qu'il apportait à la banque, il ne pourrait pas retirer un seul centime de mon argent. La caissière a tapé rapidement sur son clavier, verrouillant officiellement les comptes. C'était ma première contre-attaque silencieuse contre Harrison. En recevant les documents de confirmation, un petit sentiment de soulagement s'est répandu en moi. Si Harrison pensait que j'étais une vieille femme sans défense, il se trompait lourdement. Une mère peut devenir infiniment forte pour protéger sa fille. En quittant la banque, je me suis dirigé vers un autre lieu crucial, le bureau de Robert Kensington, l'avocat que M. Caldwell avait recommandé la veille. M. Caldwell m'avait assuré que M. Kensington était un brillant avocat en qui il avait confiance depuis des années. J'ai frappé à la porte du bureau au 3e étage d'un vieil immeuble du centre-ville. Un gentleman calme aux cheveux poivre et sel m'a accueilli. Vous devez être Eleanor Vance. Richard Caldwell m'a informé de la situation. Monsieur Kensington m'a guidé dans la salle de consultation d'une voix calme et apaisante. J'ai disposé les objets que j'avais rassemblés un par un sur la table. Des copies du faux diagnostic médical et de la procuration falsifiée que Harrison avait soumise à son entreprise, la carte de crédit prédatrice rose trouvée dans le sac de Clara, la demande d'assurance vie d'1 million de $, et le vieux relevé montrant les paiements à Valérie Dalton. Monsieur Kensington a examiné attentivement chaque document. Pendant longtemps, le seul son dans la pièce était le tic-tac de l'horloge. Je vois. C'est incroyablement malveillant. En levant les yeux des papiers, les yeux de Monsieur Kensington contenaient une fureur silencieuse. Falsifier un diagnostic médical et une procuration constitue une fraude grave et un vol d'identité, et tenter de contraindre sa femme à souscrire une police d'assurance vie sous la contrainte est totalement impardonnable. J'ai hoché la tête profondément. Monsieur Kensington, je ne pardonnerai absolument pas à Harrison ce qu'il a fait à ma fille et pour avoir tenté de voler ma maison.
J'ai serré les poings sur mes genoux, mais plus que ça, je veux savoir pourquoi. Pourquoi a-t-il construit un complot aussi horrible? Qui est exactement cette Valérie Dalton? J'ai pointé le vieux relevé. Monsieur Kensington a de nouveau baissé les yeux sur la page. 4 000 $ par mois. C'est certainement un montant anormal pour un virement personnel. Il a réfléchi un instant, puis a commencé à taper sur son ordinateur, enquêtant sur quelque chose. Richard Caldwell m'a un peu parlé de l'historique professionnel d'Harrison. Il a été embauché en milieu de carrière chez Apex Logistique il y a 7 ans après avoir quitté une autre entreprise de logistique. J'ai hoché la tête. C'était avant qu'il n'épouse Clara. En fait, il y avait des rumeurs d'un scandale mineur de détournement de fonds dans son ancienne entreprise, a déclaré Monsieur Kensington. J'ai retenu mon souffle. Détournement de fonds. Il semble que cela n'a jamais été rendu public en raison d'un manque de preuves définitives, mais Harrison a démissionné immédiatement après. Monsieur Kensington a détourné les yeux de l'écran et m'a regardé droit dans les yeux. Eleanor, je viens de vérifier le numéro de routage du compte de Valérie Dalton. L'agence est située dans une banlieue de Chicago, juste à côté de l'ancien siège social d'Harrison. Cette femme n'est peut-être pas seulement une maîtresse. Monsieur Kensington a poursuivi doucement. Elle est probablement une complice de ses crimes passés ou quelqu'un qui le fait chanter depuis des années. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine, les appels téléphoniques tardifs qui terrifiaient Harrison, les 10 000 $ d'intérêts prédateurs, et la valeur de 300 000 $ de ma maison, la police d'assurance vie d'1 million de $. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait. Juste à ce moment-là, le téléphone sur le bureau de Monsieur Kensington a sonné. Son expression a changé pendant une brève seconde. Compris. Je l'informerai immédiatement. Il a raccroché le combiné et a parlé lourdement. Eleanor, c'était Richard Caldwell. Monsieur Kensington a resserré sa prise sur son stylo et s'est tourné vers moi avec une expression sombre. Harrison a appelé les RH ce matin pour demander officiellement un congé d'urgence. Il essayait d'utiliser l'ordre de suspension du PDG comme excuse pour traiter formellement un congé familial payé. J'ai attendu en silence les prochains mots de l'avocat. Le problème, c'est la raison qu'il a donnée au RH. Monsieur Kensington a baissé les yeux sur ses notes. Il a prétendu que la démence de sa belle-mère s'était rapidement détériorée et qu'elle était devenue violente. Il a prétendu que sa femme s'était effondrée d'épuisement et qu'il avait désespérément besoin de rassembler les proches pour discuter de votre placement dans un établissement psychiatrique fermé. Il a utilisé cela pour exiger qu'ils accélèrent le prêt d'aide de l'entreprise. Une prise de conscience terrifiante m'a submergé. Démence provoquant des accès de violence. Harrison essayait de me dépeindre comme une folle dangereuse et incompétente. Et pas seulement à son entreprise. Il prévoyait d'entraîner mes proches dans cette histoire pour m'expulser de force de ma propre maison. Éliminer quiconque désobéit en les qualifiant de fous. La cruauté pure de sa méthode me donnait la nausée. De plus, Richard Caldwell a vérifié les registres téléphoniques d'entreprise d'Harrison et a découvert autre chose. Monsieur Kensington a révélé un fait encore plus choquant. Il a passé des appels répétés à une personne spécifique depuis le week-end dernier. Le nom d'oncle Wallace vous dit-il quelque chose? Wallace, ai-je haleté. Wallace était le frère cadet de mon défunt mari. Après le décès d'Arthur, nous nous étions éloignés, ne nous voyant qu'à Thanksgiving ou aux funérailles. Il n'était pas foncièrement mauvais, mais il était incroyablement vaniteux et trop obsédé par l'argent. Ses propres entreprises échouaient toujours, et je me souvenais qu'il pleurait constamment auprès d'Arthur pour des renflouements. Arthur, croyant au devoir fraternel, l'avait aidé maintes et maintes fois. Harrison l'avait ciblé, ayant volé mon identité, mais ressentant peut-être la pression du temps, Harrison s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un allié pour s'assurer que la vente de la maison se déroule sans heurts. Il a raconté à Wallace le mensonge selon lequel j'étais dangereusement démente et avait besoin d'un établissement de soins coûteux. Si Wallace acceptait, cela fournirait la justification familiale parfaite pour vendre le domaine. Wallace, terrifié d'être chargé de mes soins, tomberait facilement dans le piège de la langue mielleuse d'Harrison. Monsieur Kensington, pourquoi Harrison se presse-t-il si désespérément, ai-je demandé, réprimant le tremblement dans ma voix. Pour sauver sa propre peau, a déclaré Monsieur Kensington, exposant les faits froids et durs. Une femme l'a surpris en train de détourner des fonds dans le passé et lui extorque 4 000 $ par mois depuis lors, mais il a finalement manqué d'argent pour la payer.
Harrison est désespéré de protéger sa fierté fragile, son statut d'entreprise et la façade parfaite qu'il a construite. Pour obtenir cet argent, il se fiche de ce qui arrive à Clara. Il se fiche de jeter sa belle-mère dans un service psychiatrique. Le véritable motif qu'il cachait était dégoûtant d'égoïsme. J'ai agrippé les poignets de mon sac à main jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Monsieur Kensington, je refuse de rester les bras croisés et de les laisser m'enfermer, ai-je dit doucement. Monsieur Kensington a légèrement hoché la tête. Oui, il est temps de préparer notre contre-attaque. Monsieur Caldwell et moi vous apporterons un soutien total. L'avocat a fait une proposition. Si l'ennemi voulait organiser une réunion de famille, nous les laisserions faire. Nous laisserions Harrison tisser sa toile de mensonges. Plus la tour de mensonges est haute, plus elle s'effondre durement. Le moment où il croit qu'il a gagné est le moment exact où nous contre-attaquerons. Quand j'ai quitté le bureau, le ciel était devenu d'un gris terne et nuageux. Un vent froid tiraillait le col de mon manteau. Mais mon esprit était remarquablement clair. Je voyais parfaitement le but de l'ennemi et ses méthodes. Je n'avais plus besoin de craindre l'inconnu. Je suis rentré directement chez moi. En ouvrant la porte, l'odeur chaude du bouillon de poulet flottait depuis la cuisine. Clara se tenait devant la cuisinière, portant mon tablier. Bon retour, maman. Une soupe de nouilles au poulet, ça va pour le déjeuner? Le visage de Clara était encore pâle, et il y avait des cernes sous ses yeux, mais ses yeux contenaient une petite étincelle qui n'était pas là hier. C'était l'étincelle de quelqu'un qui décide de vivre selon ses propres termes. Je suis entré dans la cuisine et je me suis tenu à côté d'elle. Merci, Clara. Ça a l'air délicieux. J'ai sorti mon chéquier invalidé de mon sac à main. Clara, regarde ça. Je lui ai montré le carnet, maintenant estampillé, annuel, par la banque. J'ai gelé tous mes comptes aujourd'hui. Peu importe les tours que Harrison essaie, il ne peut pas toucher un seul centime de mon argent. Clara a fixé le chéquier annulé, s'est couvert le visage et s'est mise à sangloter lourdement. Dieu merci. Dieu merci. C'était un cri de soulagement, sachant qu'une des chaînes qui nous liait avait été brisée. Une petite victoire. En frottant le dos de Clara, je lui ai tout raconté ce que j'avais appris de Monsieur Kensington, le détournement de fonds présumé, la femme qui le faisait chanter, et son plan de sacrifier sa famille pour protéger sa fierté. Clara a essuyé ses larmes et a regardé droit devant elle. Maman, je ne lui pardonnerai jamais ses mensonges. Je ne le laisserai plus faire ce qu'il veut avec ta maison ou ma vie. Oui, nous mettrons fin à tout ça ensemble. Plus tard dans la soirée, alors que nous préparions le dîner, le téléphone fixe du salon a sonné. Il ne sonnait que très rarement. Sentant un pressentiment, j'ai décroché le combiné. L'identification de l'appelant affichait un indicatif régional familier. Allô, résidence Vance. Ah, Eleanor, ça fait un moment. C'est Wallace. La voix de mon beau-frère est parvenue par le fil. Son ton était lourd, empreint d'une sympathie exagérée et artificielle. J'ai tout appris d'Harrison. Eleanor, je suis tellement désolé que tu souffres d'une maladie aussi terrible. J'ai resserré ma prise sur le combiné. Le piège d'Harrison avait enfin atteint ma porte, mais je ne me suis pas mis en colère. Tranquillement et avec un sang-froid glacial, j'ai répondu « Oui, Wallace. » En fait, j'espérais aussi te consulter à ce sujet. C'était le vrai début de notre guerre. Oui, Wallace. En fait, j'espérais te consulter à ce sujet également, ai-je répondu. De l'autre côté du fil, j'ai entendu Wallace pousser un soupir de soulagement. Je vois. Comme Harrison l'a dit, tu t'inquiétais toi-même. Les paroles de Wallace portaient un ton distinct de condescendance à mon égard, la veuve du frère aîné envers qui il s'était toujours senti inférieur. En me plaignant, il se délectait clairement d'un sentiment de supériorité. Harrison, Bite Béatrice et moi viendrons ce dimanche. Discutons de l'avenir en famille. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, Eleanor. Ce n'était pas une consultation. C'était un ultimatum. Il était évident qu'Harrison tirait les ficelles. Wallace croyait sincèrement qu'il faisait ce qu'il fallait en tant que représentant de la famille, jouant le rôle du noble frère sauvant sa belle-sœur démente. Je n'ai pas argumenté. Je comprends. Je vous attendrai dimanche après-midi. J'ai raccroché le téléphone doucement.
Je suis allé au manteau de la cheminée et j'ai allumé une bougie pour Arthur. Arthur, Wallace est utilisé par Harrison. Mais ne t'inquiète pas, je mettrai fin à tout ça. En regardant la fine traînée de fumée s'élever, mon esprit est devenu encore plus froid et plus résolu. Dans les jours qui ont précédé dimanche, Clara et moi nous sommes préparés tranquillement mais sûrement. Monsieur Kensington envoyait des mises à jour quotidiennement. Des copies des documents falsifiés d'Harrison et des vérifications d'antécédents sur son passé sont devenues de puissantes munitions pour le piège que nous tendions. Clara retrouvait lentement sa force originelle. La nuit, je l'entendais dans sa chambre en train de parcourir de vieux documents qu'Harrison avait laissés dans ses boîtes. « Maman, il y a peut-être d'autres choses qu'il m'a cachées. Je vais tout vérifier. » Ses yeux ne vacillaient plus de peur. Elle possédait une forte volonté de se tenir sur ses deux pieds et de découvrir la vérité. Me sentant fier de sa croissance, je me suis préparé pour la réunion de famille. Dimanche est arrivé exactement à 14 heures. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver Wallace en costume, sa femme Béatrice dans un chemisier voyant, et derrière eux, Harrison, arborant un air d'épuisement exagéré. « Eleanor, ça fait trop longtemps. »« Comment te sens-tu » a demandé Harrison d'une voix douce, comme s'il se souciait vraiment de mon bien-être. Il ressemblait à un homme complètement différent de celui qui avait giflé ma fille et rampé sur le sol il y a quelques jours à peine. Il supposait que M. Caldwell et moi n'avions eu qu'une rencontre fortuite et ne connaissions pas toute l'histoire. J'avais fait rester Clara à l'étage. Il ne l'avait pas encore vue. J'ai dit à Harrison qu'elle était alitée à cause d'une dépression nerveuse. Clara doit être dépassée. Je dois vraiment prendre les choses en main, a soupiré Harrison de manière dramatique, échangeant des regards entendus avec Wallace. Ils se sont assis sur le canapé du salon. Je leur ai servi du café et j'ai pris place en face d'eux. « Eleanor, nous devons avoir une discussion importante sur ton avenir aujourd'hui », a dit Wallace en sortant des documents de sa mallette. J'ai appris en détail de la part d'Harrison tes récents symptômes. Perte de mémoire sévère. Réveil en colère au milieu de la nuit, errant. Je suis restée silencieuse, enroulant mes mains autour de ma tasse de café. Me voyant ne pas contester, Béatrice s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. Eleanor, tu as dû avoir si peur de vivre seule, mais tu es à bout. Sous leur fausse sollicitude, je pouvais voir un soulagement et un calcul indéniable. Wallace a placé des brochures sur papier glacé d'un établissement de luxe pour Alzheimer au centre de la table. Nous avons trouvé un endroit merveilleux. Harrison a pris du temps sur son emploi du temps chargé pour le trouver. Les brochures vantaient un établissement haut de gamme nécessitant des dizaines de milliers de dollars pour y entrer. Bien sûr, un endroit aussi agréable et cher. Ta pension ne le couvrira pas. Wallace a tapoté une pile de formulaires de consentement. Surtout, cela nous amène à cette maison. Nous vendrons la propriété et Harrison l'achètera. Les fonds paieront pour un établissement sûr pour toi. C'est l'option la plus réaliste. J'ai regardé les brochures et les consentements de transfert immobilier. Harrison avait sans aucun doute préparé tout cela comme l'excuse parfaite pour obtenir le prêt d'aide de l'entreprise. Eleanor, ce fut une décision douloureuse pour moi aussi. Mais pour te protéger, toi et Clara, c'est la seule solution. Harrison s'est penché en avant, me regardant droit dans les yeux. Sous sa fausse sincérité, ses yeux brillaient de la certitude absolue que son plan parfait réussissait. Si j'élevais la voix pour m'opposer, il prétendrait simplement que ma démence me rendait émotionnellement instable. Défiant ses attentes, j'ai lentement hoché la tête. Harrison. Wallace. Merci de penser autant à mon bien-être. Je suis désolé de vous causer autant de soucis. Au moment où il a entendu ces mots, les coins de la bouche d'Harrison se sont crispés vers le haut en un sourire narquois indéniable. Wallace et Béatrice se sont regardés avec soulagement. Ils pensaient avoir réussi à expulser leur parente gênante sans dépenser un centime de leur propre argent. Ils pensaient avoir gagné. Je suis content que tu comprennes, Eleanor. Maintenant, s'il te plaît, signe et date ces formulaires. Wallace a fait glisser un stylo en argent vers moi, mais je ne l'ai pas pris. Avant de signer, laisse-moi demander une chose à Harrison. Ma voix était plus basse et plus froide qu'elle ne l'avait jamais été. Comment comptes-tu payer cette maison exactement? Harrison a cligné des yeux de manière anormale, mais a maintenu son sourire confiant. Ne t'inquiète pas pour ça.
Je peux tout couvrir avec un prêt d'entreprise et mes économies personnelles. J'assumerai l'entière responsabilité de ta retraite. J'attendais exactement cette phrase. Je vois. Avec tes économies personnelles? J'ai hoché la tête, plongeant la main dans le sac à mes pieds. Dis-moi, Harrison. Par économie, entends-tu le compte où un virement est effectué le 25 de chaque mois? La couleur a instantanément disparu du visage d'Harrison. Wallace avait l'air confus. Eleanor, de quoi parles-tu? Quel compte? J'ai sorti le chéquier annulé et une autre enveloppe cruciale que Clara avait trouvée. Eleanor, qu'est-ce que c'est? Harrison a instinctivement essayé de se lever, mais ses jambes se sont emmêlées et il s'est effondré sur le canapé. L'ignorant, je me suis tourné vers Wallace. Wallace, je n'ai aucune intention d'entrer dans un établissement, ni de vendre cette maison, car ce que Harrison veut, ce n'est pas de l'argent pour mes soins. L'air dans le salon s'est brisé comme du verre et s'est figé. Harrison essaie de voler la valeur de cette maison pour couvrir ses crimes passés. Wallace et Bite Béatrice ont halté. Harrison a émis un étrange sifflement au fond de sa gorge. J'ai regardé avec des yeux froids le moment de sa destruction complète commencer, mais la vérité que je présentais n'était même pas toute l'histoire. Clara, qui s'était cachée à l'étage, était sur le point de descendre avec la preuve définitive. Des crimes passés? Eleanor, de quoi parles-tu au juste? Wallace était complètement perdu. Bite Béatrice a laissé tomber ses fausses larmes et a regardé Harrison avec une anxiété croissante. J'ai ouvert le vieux relevé de compte sur la table. Wallace, regarde la dernière page de ce relevé. Chaque mois, le 25, 4000 $ sont virés à une femme nommée Valérie Dalton. Wallace s'est penché, fixant les chiffres imprimés. 4000 $ pendant 5 ans? Harrison, qu'est-ce que cela signifie? Harrison transpirait abondamment, tirant frénétiquement sur sa cravate. Non, Eleanor. Je veux dire, Wallace, c'est... J'aidais un parent à rembourser une dette, et... Il n'y a personne du nom de Valérie Dalton dans votre arbre généalogique. J'ai déjà fait faire des recherches. Mon interjection glaciale a laissé la bouche d'Harrison s'ouvrir et se fermer sans un mot. La vue de l'effondrement du récit d'un menteur est à la fois pathétique et comique. J'ai regardé tranquillement ma tasse de café. Pourquoi étais-je resté silencieuse jusqu'à ce que je rassemble toutes ces preuves? Parce qu'un homme comme Harrison inventera un nouveau mensonge dès qu'il verra une issue de secours. J'avais besoin de le piéger dans une cage de sa propre fabrication, devant ses propres parents. À ce moment, la porte du salon s'est ouverte. Cet argent n'était pas pour la dette d'un parent. La voix de Clara a retenti, claire et forte. La femme qui se recroquevillait de peur il y a quelques jours avait disparu. Elle ne portait pas de maquillage, mais son expression était féroce de détermination. Harrison a pointé un doigt tremblant vers elle comme si elle était un fantôme. Tu étais censé être au lit. Pourquoi es-tu descendu? Harrison a essayé de se lever, mais Wallace lui a ordonné de rester sur place. Assieds-toi, Harrison. Nous devons entendre ce que Clara a à dire. Wallace a réalisé qu'il avait été entraîné dans un énorme scandale. Pour un homme vaniteux comme lui, être associé à un crime était son pire cauchemar. Clara a posé une petite boîte en métal sur la table. Maman, j'ai de nouveau fouillé son tiroir de bureau verrouillé. J'ai trouvé ça caché sous un double fond. Clara a ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait une pile de vieilles lettres. Les cachets de la poste dataient de 5 ou 6 ans. Elle a sorti la lettre du dessus et l'a dépliée pour que Wallace puisse la voir. Écrit en une élégante écriture cursive se trouvait ce qui suit. Harrison, je n'ai dit à personne que tu avais détourné des fonds de l'entreprise, mais je ne te pardonnerai pas d'avoir utilisé mon compte pour le faire. Si tu n'assumes pas tes responsabilités, je porterai cette affaire à la police et au conseil d'administration. Valérie Dalton. Harrison, as-tu détourné des fonds de ton ancienne entreprise? La voix de Wallace tremblait. Et tu as utilisé le compte d'une femme et elle te fait chanter? Harrison s'est couvert le visage avec ses mains. Non, non, c'est un mensonge, a-t-il répété comme un disque rayé. J'ai posé une main sur l'épaule de ma fille. À quel point a-t-elle dû être dévastée quand elle a trouvé ça? L'homme qu'elle avait épousé était un criminel qui payait pour son silence, et il a essayé de mettre un prix d'1 million de dollars sur sa vie pour le couvrir. Mais Clara ne pleurait pas maintenant.
Les yeux de quelqu'un qui a décidé d'affronter la vérité ne vacillent pas. Tu m'as utilisé, Clara le foudroya froidement du regard. Quand tu m'as demandé en mariage, tu as dit que tu voulais me protéger. C'était un mensonge. Tu voulais juste une couverture respectable et pratique pour te cacher derrière. Harrison a levé les yeux vers Clara avec des yeux suppliants. Non, Clara, je t'aime vraiment. Ce détournement de fonds était un coup monté. Valérie m'a piégé et m'a extorqué. C'était le vilain jeu du blâme d'un homme acculé. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'était sa vraie nature. J'ai regardé silencieusement la lettre. S'il était innocent, pourquoi n'est-il pas allé à la police? Pourquoi payer 4000 $ chaque mois pendant 5 ans? Wallace et Bite Béatrice le regardaient maintenant avec un dégoût absolu. Éléanore, il semble que nous ayons été trompés par un homme terrible. Wallace a murmuré une excuse silencieuse pour moi. Pensez que j'ai cru à ces mensonges et que j'ai essayé de te forcer à entrer dans un établissement. Je suis tellement désolé. J'ai secoué lentement la tête. Non, Wallace, tu n'as pas besoin de t'excuser. Le coupable, c'est le menteur. Soudain, Harrison s'est mis à rire de manière maniaque. Ah. Une lettre? Qu'est-ce que ça prouve? Il s'est levé et a frappé la table de ses mains. Ça ne prouve pas que j'ai détourné quoi que ce soit. La police s'en fichera. Je peux juste dire que c'est l'illusion paranoïaque de ma belle-mère démente. Il pensait encore qu'il pouvait gagner. Il croyait que nos preuves n'étaient pas juridiquement contraignantes. Un vieux morceau de papier ne suffirait peut-être pas à le condamner, mais il ne réalisait pas que la véritable contre-attaque venait d'arriver. Harrison, vous vous trompez lourdement. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était presque l'heure. J'avais accepté cette réunion non seulement pour montrer la vérité à Wallace. Juste à ce moment-là, une voiture s'est garée dans l'allée. La sonnette a retenti brusquement. En entendant le carillon, un sourire froid et arrogant est revenu sur le visage d'Harrison. Timing parfait. Il semble que les personnes que j'ai prévues soient arrivées. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée avec un air d'autorité absolue, les planches du parquet craquant lourdement sous ses pas. Wallace m'a regardé, confus. Éléanore, qui Harrison a-t-il invité? Un agent immobilier et un notaire, très probablement. Il avait prévu de forcer la clôture de la vente de cette maison aujourd'hui. Il ne vous a invité que pour servir de témoin à la transaction. Comme prévu, Harrison a fait entrer 2 hommes en costume dans le salon. Désolé de vous avoir fait attendre. Voici l'agent immobilier et l'agent de clôture pour s'occuper des papiers. Harrison les a présentés triomphalement. Les 2 professionnels, complètement inconscients de l'atmosphère toxique dans la pièce, ont offert des sourires professionnels. Monsieur Sterling, nous avons été informés que votre belle-mère déménage dans un établissement de soins et souhaite vendre la propriété. Nous avons apporté les contrats préliminaires, a déclaré l'agent, tendant une carte de visite. Je ne l'ai pas prise. J'ai posé ma tasse sur la table et j'ai secoué fermement la tête. Je suis désolé que vous soyez venu pour rien, mais il n'y a absolument aucune intention de vendre cette maison. C'est une pure fabrication de cet homme. L'agent a semblé confus et s'est tourné vers Harrison. Monsieur Sterling, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez dit que la famille était d'accord. Ne vous occupez pas d'elle. La démence de ma belle-mère progresse. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Harrison a menti sans effort. Éléanore, vas-tu encore t'entêter? Tu ne comprends pas ta propre situation. Harrison a soupiré de manière théâtrale et a sorti un document de sa mallette, le claquant sur la table. Des lettres en gras en haut indiquaient « Accord de règlement de divorce ». La signature d'Harrison était déjà sur la ligne. Si vous refusez de vendre, je divorce de Clara et je ne paierai pas un seul centime de pension alimentaire. Il a foudroyé Clara du regard. En fait, tu te retrouveras avec une dette énorme. Cette carte de crédit rose, tu l'as ouverte à ton nom, n'est-ce pas? Clara a tressailli. Je n'ai pas fait ça. Tu as volé mon identité. La carte est à ton nom. Légalement, tu as dépensé l'argent. Si je pars, tu seras poursuivi par des collecteurs de dettes prédateurs pour le reste de ta vie. Harrison a déclaré sans vergogne. Quel homme méprisable d'utiliser sa femme pour couvrir son détournement de fonds, puis de lui refiler sa dette et de s'enfuir.
Il tenait plus à sa fierté et à son image de cadre d'élite qu'à toute autre chose. Pour satisfaire son ego, sacrifier sa famille ne signifiait rien pour lui. Veux-tu vraiment voir Clara ruinée, Eleanor? Vends la maison, donne-moi l'argent, et tout rentrera dans l'ordre. Veux-tu vraiment t'humilier devant ta famille? En entendant cela, Wallace s'est levé d'un bond de son siège. Tu te moques de moi, Harrison? Tu m'as menti aussi. Même le vaniteux Wallace ne pouvait pas supporter ce niveau de cruauté. La démence, l'établissement, tout était un mensonge. Tu voulais juste voler la valeur de la maison. Tu as essayé de me rendre complice d'une fraude. Harrison a ricané. Tais-toi. As-tu le droit de jouer les grands seigneurs? Tu voulais te débarrasser de ta belle-sœur agaçante, c'est pourquoi tu as sauté sur ma proposition. Tu n'es qu'un perdant dont les entreprises ne cessent de faire faillite. Le visage de Wallace est devenu blanc, puis cramoisi. Quoi? Quoi? J'essayais de protéger la maison de mon frère. Oh, s'il te plaît. Tu voulais juste une part de la vente pour payer tes propres dettes. Les mots impitoyables d'Harrison ont laissé Wallace sans voix. Tu es tout aussi coupable. Si cela va à la police, je témoignerai que tu as conspiré dans la fraude. Quelqu'un qui se soucie autant des apparences que toi peut-il survivre à un scandale comme ça? Wallace s'est effondré sur le canapé. Béatrice a agrippé sa manche, pâle et tremblante. Harrison a croisé les bras, satisfait d'avoir réduit tout le monde au silence dans la pièce. Il ressemblait à un dictateur pathétique dans un tout petit royaume. Maintenant, Eleanor, la galerie est silencieuse. Signe le papier. Harrison a fait rouler le stylo en argent sur la table. Il s'est arrêté avec un cliquetis juste devant moi. La salle de séjour est tombée dans un silence suffocant. L'agent immobilier se tenait figé dans le coin, abasourdi par le drame qui se déroulait. Clara m'a serré la main, secouant la tête. Sa main était froide, mais elle contenait une force immense. Maman, non. C'est la maison que papa nous a laissée. Je vais bien. Ne signe pas. Tais-toi, Clara. Tu fais juste ce que je te dis. Harrison a levé la main comme pour la frapper. J'ai regardé son bras levé. Dans le passé, Clara se serait recroquevillée. Mais aujourd'hui, elle n'a pas fui. Elle a gardé les yeux grands ouverts et l'a regardé droit dans les yeux. Frappe-moi. Peu importe à quel point tu m'abuses, je ne me soumettrai plus jamais à toi. En voyant son défi, mon cœur s'est rempli de soulagement. Ma fille n'était plus une victime, vivant dans la peur. Harrison, tu es vraiment un homme pathétique. J'ai pris le stylo et me suis lentement levé. Qu'est-ce qui est pathétique? J'ai gagné. Signe. Non, tu n'as rien gagné. Tu as simplement fourni plus de preuves pour resserrer les taux autour de ton propre cou. J'ai posé le stylo doucement sur le bord de la table. La sonnette qui a retenti plus tôt n'était pas l'invité que j'attendais. C'est pourquoi nous attendons encore. Harrison a froncé les sourcils, méfiant. Invité? Je me fiche que tu aies appelé la police ou un avocat. C'est inutile. C'est une affaire de famille. Il a haussé les épaules avec arrogance. Mon plan est juridiquement infaillible. La dette est à Clara. La vente sera légitime. Abandonne et affronte la réalité. Ces paroles arrogantes ont résonné contre les murs et se sont estompées. J'ai levé les yeux vers l'horloge murale. 15 heures. Pile à l'heure. Harrison, tu n'as aucune idée à quel point tes mensonges sont stupides. Au moment où j'ai dit ça, la sonnette a de nouveau retenti. Pas une fois, mais un double carillon rapide et exigeant. Harrison a claqué la langue avec agacement et s'est dirigé vers la porte. Je me fiche de qui c'est. Je les mets dehors. C'est moi l'homme de la maison. Il a ouvert la porte d'entrée d'un coup sec, mais le son suivant fut Harrison qui haletait bruyamment. Depuis le salon, je pouvais voir son dos se raidir comme une planche. Que faites-vous ici? La voix tremblante d'Harrison a résonné dans le couloir. À la porte se trouvaient les personnes qu'il craignait le plus au monde. Harrison se tenait paralysé, la bouche ouverte, laissant échapper un faible sifflement. 2 paires de pas calmes passèrent devant lui dans le couloir. Harrison, j'ai entendu dire que vous aviez pris un congé d'urgence pour vendre rapidement la maison de votre famille.
J'étais inquiet, alors je suis venu voir comment vous alliez. La voix basse et lourde, portant une autorité absolue, appartenait à Richard Caldwell, PDG d'Apex Logistics. Juste derrière lui se tenait Robert Kensington, l'avocat au regard perçant. Harrison recula en trébuchant comme s'il avait vu la faucheuse. Monsieur Caldwell, pourquoi aujourd'hui? Vous avez dit au RH que la démence de votre belle-mère s'était aggravée et qu'elle devenait violente, donc vous deviez de toute urgence rassembler les proches pour la faire interner. En tant que votre patron, et plus important encore, en tant qu'ancien protégé du grand Arthur Vance qui a construit cette maison, je voulais aider. Les paroles de Monsieur Caldwell dégoulinaient d'une fureur glaciale masquée par de l'inquiétude. Harrison secoua la tête frénétiquement, son visage complètement vidé de son sang. Non, c'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. S'il vous plaît, partez. Monsieur Caldwell l'ignora complètement et entra dans le salon. Monsieur Kensington le suivit. Wallace et Bette Béatrice regardèrent sous le choc ces étrangers autoritaires. Les deux agents immobiliers dans le coin échangèrent des regards nerveux, sentant le changement catastrophique dans la dynamique de la pièce. Je me suis levé et me suis incliné profondément devant Monsieur Caldwell et Monsieur Kensington. Merci d'être venu un jour de congé. Pas du tout, Eleanor. Je ne peux pas permettre que la maison bien-aimée de mon mentor soit volée par des mensonges méprisables. Monsieur Caldwell se tourna vers les agents immobiliers. Je suis le PDG de l'entreprise où cet homme est employé. Et voici l'avocat Kensington. Je m'excuse, mais la vente de cette maison est entièrement nulle. Cet homme tentait de vendre illégalement la propriété de sa belle-mère en utilisant des raisons fabriquées de toutes pièces. Au moment où ils ont entendu le mot « avocat », les visages des agents se sont décomposés. Être impliqué dans une transaction frauduleuse était un suicide professionnel. Je vois. Nous avons simplement été appelés par Monsieur Sterling. Nous allons prendre congé immédiatement. Ils ont pratiquement sprinté hors de la porte. Harrison a crié « Attendez, nous signons le contrat aujourd'hui. » Mais ils n'ont pas regardé en arrière. Le bruit sourd de la porte d'entrée se refermant était le son de la voix de fuite d'Harrison se scellant définitivement. Un lourd silence s'abattit sur le salon. Je suis allé à la cuisine et j'ai versé des tasses de thé Earl Grey fraîche pour Monsieur Caldwell et Monsieur Kensington. Le seul son était le thé se déversant dans les tasses en porcelaine. Harrison s'était effondré sur le bras du canapé, se tenant la tête dans les mains. Wallace s'adressa nerveusement à Monsieur Caldwell. Excusez-moi, monsieur. Que voulez-vous dire par? Il a utilisé des raisons fabriquées? La voix de Wallace tremblait, réalisant à quel point il était proche d'aider à un crime. Monsieur Caldwell regarda droit Wallace. Vous devez être l'oncle par alliance d'Harrison. Harrison est venu me voir en prétendant qu'Eleanor souffrait d'une démence sévère et, en plus de cela, d'une maladie en phase terminale nécessitant des frais de chirurgie massifs. Il a agressivement demandé un prêt d'aide de l'entreprise. Wallace et Bette Béatrice ont halté. Des frais de chirurgie? Il ne nous a jamais parlé d'une maladie en phase terminale. Oui. Et il a soumis un diagnostic médical falsifié au nom d'Eleanor à notre service des RH. Monsieur Caldwell sortit une copie du document falsifié de sa poche et le posa sur la table. Wallace fixa le chiffre de $300 000 et resta complètement sans voix. Vous avez soumis un faux diagnostic à votre entreprise pour emprunter de l'argent? Les mains de Wallace tremblaient de manière incontrôlable. Vous m'avez dit que c'était juste pour un établissement de soins. Harrison ne pouvait pas lever les yeux. Il continuait de marmonner, non, non, comme une machine cassée. Il avait raconté à son entreprise le mensonge d'une maladie en phase terminale et à sa famille le mensonge de la démence. Il adaptait ses mensonges à son auditeur, essayant de manipuler tout le monde. Mais maintenant, ces deux mensonges se heurtaient de la pire des manières. C'était le véritable but du piège que j'avais tendu, déguisé en réunion de famille. Harrison pensait qu'il utilisait ses proches pour maculer. En réalité, Monsieur Caldwell et moi l'avons utilisé comme scène pour exposer chacun de ses mensonges sous le soleil éclatant. Monsieur Kensington s'avança. Falsifier un diagnostic médical est un crime. De plus, tenter d'extraire illégalement des fonds d'une entité commerciale constitue une tentative de fraude. Son ton froid et clinique ébranlait la santé mentale d'Harrison. Ce n'est pas tout, Monsieur Sterling. Vous avez également tenté de contraindre votre femme, Clara,
a signé une police d'assurance vie d'1 million de dollars, vous nommant comme seul bénéficiaire. Monsieur Kensington a présenté la copie de la demande. Bite Béatrice a laissé échapper un petit cri et s'est couvert la bouche. Wallace a regardé Harrison avec une horreur absolue. Vous avez essayé de transformer la vie de votre propre femme en argent liquide. Harrison a relevé la tête d'un coup sec. Ses yeux étaient injectés de sang, animés par un désespoir maniaque. Non, c'est juste une assurance. C'est normal de se préparer aux urgences. Et avez-vous vu la carte rose? Clara a accumulé 10 000 dollars de dettes prédatrices dans mon dos. J'essayais de vendre la maison pour la sauver de sa propre dette. C'était un mensonge transparent pour diaboliser Clara et se justifier. Clara a tremblé de colère et l'a foudroyé du regard. Tu as utilisé mon identité pour ouvrir cette carte. Je n'ai jamais emprunté un centime. As-tu des preuves? Cracha sauvagement Harrison. La carte est à ton nom. Tu l'as dépensée. Ne mens pas. Harrison croyait encore qu'il pouvait gagner cet argument spécifique. Puisque la carte était légalement au nom de Clara, il pensait qu'il pouvait lui imputer la dette, divorcer d'elle et s'enfuir. C'était sa dernière et plus sale ruse. Avocat ou pas, c'est inutile. Harrison haletait, me fusillant du regard. Il n'y a aucune preuve. Si j'ai détourné quoi que ce soit, cette lettre n'est que de l'histoire ancienne. La dette de Clara est la dette de Clara. J'ai observé son vilain spectacle en silence. Comment un être humain pouvait-il être si aveugle à ses propres péchés? Mais son arrogance était entièrement basée sur un oubli majeur. J'ai croisé le regard de Monsieur Kensington. L'avocat a fait un petit signe de tête et a sorti un nouveau document de son dossier. Harrison Sterling, vous faites une grave erreur de calcul. La voix de Monsieur Kensington était tranchante comme un rasoir. Pensiez-vous vraiment que nous vous acculerions sans enquêter sur le moment exact où vous avez retiré cet argent sous le nom de Clara? Le visage d'Harrison s'est figé. De quoi parlez-vous? Vous avez retiré l'avance de fonds de 10 000 dollars au guichet automatique de la supérette du centre-ville. Correct? Monsieur Kensington a exposé les faits cliniquement. Nous avons besoin d'un mandat de police pour les images de sécurité. Oui, mais nous avons déjà un témoignage définitif. Les genoux d'Harrison ont recommencé à trembler. Témoignage? Qui? Je n'y suis jamais allé. Oh, si. Et vous avez immédiatement viré ces fonds sur un autre compte. Monsieur Kensington a regardé fixement dans les yeux d'Harrison. Le compte de la femme à qui vous virez 4 000 dollars par mois, Valérie Dalton. Nous l'avons localisé hier et lui avons parlé directement. Au moment où ce nom a été prononcé par l'avocat, tout le sang a disparu du visage d'Harrison. Sa respiration est devenue rapide et superficielle. L'air dans le salon s'est tendu. Valérie Dalton. Le fantôme de son passé qu'il payait depuis 5 ans. L'avocat avait déjà pris contact. Le château de mensonges qu'Harrison avait construit était enfin prêt à s'effondrer entièrement. Elle nous a tout raconté, a dit Monsieur Kensington, sur les crimes que vous avez commis dans le passé. Et pourquoi vous deviez lui virer d'urgence 10 000 dollars cette semaine? Harrison a reculé sans un mot. Il n'y avait plus d'issue. Elle vit actuellement tranquillement dans un état voisin avec son mari. Elle a été surprise de notre visite, mais dès que nous avons mentionné votre nom, elle s'est résignée et a tout avoué. Monsieur Kensington a posé plusieurs documents sur la table. Harrison, vous avez prétendu que Valérie vous avait piégé pour détournement de fonds et vous avez extorqué. La vérité est exactement le contraire. Wallace et Bite Béatrice se sont penchés pour écouter. Il y a 5 ans, celui qui a orchestré le détournement de fonds, c'était vous. Vous avez volé les identifiants de connexion de Valérie en tant que commis aux finances pour autoriser des virements frauduleux. Harrison est devenu blanc comme un linge. Mais Valérie a remarqué les écarts. Quand elle a menacé d'aller à la police et au conseil d'administration, vous êtes tombé à genoux en pleurant et en la suppliant. Cela reflétait exactement ce qu'Harrison avait fait devant Monsieur Caldwell après avoir abusé de Clara. C'était un homme qui jetterait sans effort sa fierté et supplierait pour sa miséricorde dès qu'il serait acculé. Vous l'avez supplié de ne pas aller à la police, promettant de tout rembourser avec intérêt comme argent de règlement. Elle a eu pitié de votre pitoyable spectacle et a accepté de recevoir 4 000 dollars par mois pour garder le silence. Ce n'était pas de l'extorsion. C'était de l'argent pour son silence pour ses propres crimes.
Et le mois dernier, Valérie s'est mariée. Elle a décidé de couper tous les liens avec son sombre passé avec vous. Elle a lancé un ultimatum. Monsieur Kensington a pointé un document. Elle a exigé le solde restant de 300 000 $ en un seul versement forfaitaire d'ici la fin de ce mois, sinon elle exposerait tout à Apex Logistique. 300 000 $. En entendant ce chiffre, Clara et moi avons halté simultanément. Il correspondait à la valeur estimée exacte de ma maison, le montant exact qu'il avait demandé par le biais du prêt d'entreprise. Les points se reliaient parfaitement. Il était prêt à vendre la maison qu'Arthur avait construite, l'histoire de notre famille, juste pour combler le trou de ses propres crimes. De plus, lorsque vous avez pris du retard sur l'échéance, vous avez supplié pour plus de temps. Elle vous a dit de virer 10 000 $ immédiatement comme preuve de bonne foi. Les yeux froids de Monsieur Kensington ont percé Harrison. C'est pourquoi vous avez volé l'identité de Clara, pris une avance de fonds prédatrice et viré l'argent. C'était une explication sans faille. L'énigme était résolue. Pourquoi il avait paniqué, pourquoi il avait besoin de la maison, pourquoi il avait essayé de mettre un prix sur la vie de Clara. Il était prêt à sacrifier la vie de sa femme et à enfermer sa belle-mère dans un asile juste pour protéger son statut d'élite en entreprise. Mensonge, cria soudain Harrison en se levant. C'est un mensonge. Je ne l'ai pas fait. Avez-vous des preuves? Vous allez me traiter comme un criminel sur la base d'une histoire inventée? Il s'accrochait à son dernier lambeau de déni. Wallace soupira lourdement et Béatrice regarda Harrison comme s'il était couvert de saleté. Quant aux preuves, Monsieur Kensington a calmement sorti une petite clé USB du fond de son dossier. Valérie a conservé l'empreinte numérique de votre détournement de fonds original ainsi que la confession manuscrite originale que vous avez signée il y a 5 ans. Elle m'a tout remis. C'était le coup fatal au cœur d'Harrison. Quant aux images du guichet automatique, j'ai engagé une procédure de citation à comparaître officielle. Elles vous montreront clairement dans votre costume en train d'utiliser la machine. Toute force a quitté les jambes d'Harrison. Comme une marionnette dont on a coupé les ficelles, il s'est écrasé sur le canapé. Preuve irréfutable. Il n'y avait plus de mensonge qui pouvait le sauver. Penser que tu étais pourri jusqu'à la moelle, a dit Wallace, sa voix tendue. Tu m'as menti, tu as essayé d'interner Eleanor et tu as tourmenté Clara. Tout ça pour couvrir tes propres crimes. Tu es la lie de la société. Wallace, qui se souciait toujours de son statut, a condamné Harrison avec un dégoût sincère. C'était le moment où Harrison a été entièrement coupé de sa famille. Isolé et encerclé, Harrison a levé les yeux vers Monsieur Caldwell avec des yeux suppliants. Monsieur Caldwell, s'il vous plaît. L'entreprise. J'ai travaillé si dur pour vous. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Même après que tous ses crimes aient été exposés, il s'accrochait encore à son statut d'entreprise. C'était au-delà du pathétique. Monsieur Caldwell l'a regardé avec un dédain glacial. Harrison, croyez-vous vraiment que vous avez travaillé honnêtement pour mon entreprise? Harrison s'est figé. Pensez-vous que je n'ai enquêté que sur le faux diagnostic médical? J'ai fait examiner par nos auditeurs chaque compte que vous avez géré au cours des dernières années. La voix du PDG a fait chuter la température dans la pièce en dessous de 0. Vous avez soumis des notes de frais frauduleuses et accepté des pots de vin chez Apex Logistique également. Cela s'élève déjà à des dizaines de milliers de dollars. Un son de pur désespoir s'est échappé de la bouche d'Harrison. Vous avez peut-être échappé à votre dernière entreprise parce qu'il manquait de preuves. Mais pas cette fois. Apex Logistique portera officiellement plainte contre vous pour détournement de fonds et fraude. La déclaration du PDG signifiait que la vie d'Harrison en tant qu'homme d'affaires d'élite était définitivement terminée. Il s'est agrippé la tête et a laissé échapper un gémissement pathétique. Je l'ai regardé en silence. Il n'était pas nécessaire de crier. La lame de la vérité coupe plus profondément lorsqu'elle est portée en silence. Mais cette réunion de famille avait encore un dernier coup à jouer. Le coup ultime pour briser complètement Harrison, et il serait porté par les mains de la fille qui avait enduré son tourment pendant si longtemps. Après que M. Caldwell eut annoncé les accusations criminelles, un silence suffocant s'abattit sur la pièce. Le tic-tac de l'horloge murale semblait inhabituellement fort. Harrison glissa du canapé et tomba à genoux sur le sol, secouant faiblement la tête. Non, je l'ai juste emprunté. J'allais le rembourser, marmonna-t-il, délirant, au sol. Mon arrogance avait entièrement disparu.
J'ai travaillé plus dur que n'importe qui, en tant qu'élite, en tant que mari parfait. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Même maintenant, il jouait la victime. En entendant ces mots, je ressentis une vague de froideur absolue à son égard. Les méchants n'admettent jamais leur faute quand ils tombent. Ils s'accrochent à leur fierté et blâment tout le monde. Harrison, tu n'as rien fait de tout cela pour personne d'autre que toi-même. Tu voulais juste protéger ton minuscule ego. Ma voix calme pleuvait sur lui. Tu as menti pour paraître important. Tu as superposé d'autres mensonges pour cacher le premier et tu as finalement essayé de sacrifier la famille que tu étais censé protéger. C'est le chemin que tu as choisi. Harrison me regarda avec des yeux suppliants et désespérés. Eleanor, s'il te plaît, aide-moi. Si tu vends juste la maison et que tu me donnes une partie de l'argent, je peux être sauvé. Pour le bien de Clara, s'il te plaît. Sa bouée de sauvetage était entièrement coupée. Pourtant, il débitait encore des illusions. Je n'avais plus de mots pour cet homme. Je détournai simplement le regard. À ce moment, une silhouette s'avança à mes côtés. Clara. Elle ramassa le papier qu'Harrison avait jeté sur la table plus tôt. L'accord de règlement de divorce, déjà signé par lui. Elle sortit calmement un stylo. Clara, qu'est-ce que tu fais? Harrison tendit une main tremblante depuis le sol. Clara étala les papiers du divorce sur la table. Le clic du stylo résonna dans la pièce silencieuse. Exactement ce que tu as offert plus tôt. Je ne veux pas de pension alimentaire. Je ne veux pas de partage des biens. La voix de Clara était étonnamment claire et stable. Je veux simplement couper tout lien avec ton existence, ici et maintenant. C'est ma décision. Le son de la signature de Clara remplit la pièce. La fille qui se recroquevillait à ses pas avait disparu. C'était le son puissant d'une femme qui reprenait sa vie en main. Attends, Clara, ne m'abandonne pas. Harrison essaya de ramper vers ses pieds. Mais Monsieur Kensington se plaça devant lui, lui barrant le chemin. Monsieur Sterling, je vous déconseille vivement d'approcher ma cliente. Si vous la touchez, j'appellerai immédiatement la police. Clara finit de signer et tendit le document à Monsieur Kensington. Monsieur Kensington, veuillez déposer ceci. Compris. Ce sera traité immédiatement. En regardant l'avocat ranger les papiers, Harrison poussa un cri de désespoir. Ah, non. Ma vie. C'était le cri pathétique d'un homme qui avait absolument tout perdu. Mais la contre-attaque de Clara n'était pas terminée. Elle sortit une autre enveloppe en manille de son sac et la laissa tomber sur le sol, juste devant le visage d'Harrison. Tu as dit que je serais accablé par la dette que tu as créée. La voix froide de Clara fit tressaillir Harrison. Ce prêt prédateur de $10 000. Tu as falsifié ma signature. Monsieur Kensington a déjà contacté le bureau de crédit et le prêteur pour lancer une enquête officielle pour fraude et vol d'identité. Les yeux d'Harrison s'écarquillèrent d'incrédulité. De plus, lorsque les images du guichet automatique prouveront que tu as pris l'argent, tu feras face à des accusations supplémentaires pour fraude criminelle. Les paroles de Clara le transpercèrent comme des glaçons. Et ce n'est pas tout. Clara sortit plusieurs photographies de l'enveloppe et les étala. C'étaient des photos des ecchymoses sombres et douloureuses sur ses bras et ses poignets. Voilà salta d'horreur. Bite Béatrice se couvrit le visage, incapable de regarder. Je suis allé à l'hôpital hier et j'ai fait faire un examen médico-légal. Tous les dossiers de ta violence domestique ont été remis à Monsieur Kensington. Harrison fixa les preuves de sa violence, complètement désemparé. Que tu sois arrêté par ton entreprise ou que tu te noies dans les dettes, ce n'est plus mon problème. Mais je m'assurerai absolument que tu fasses face aux conséquences juridiques de la violence que tu m'as infligée et de l'identité que tu as volée. Ma fille, qui n'avait jamais fait que pleurer et endurer, avait choisi un chemin de résolution silencieuse et dévastatrice. Pas de cris, juste étaler calmement les preuves et sceller chaque issue. En voyant sa posture digne, ma poitrine se réchauffa. Si Arthur avait été là, il aurait fièrement dit, bien joué. C'est notre fille. Elle avait brisé ses propres chaînes. Clara, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été un imbécile. Harrison pressa finalement son front contre le parquet, sanglotant bruyamment. Si tu me quittes, je serai complètement seul.
L'homme qui avait regardé de haut et rejeté les autres avec désinvolture était maintenant terrifié par l'isolement. Quel spectacle pathétique et égocentrique. Mais il n'y avait plus personne dans cette pièce pour avoir pitié de ses larmes. Wallace et Bette Béatrice le regardèrent avec des regards glaciaux. Monsieur Caldwell soupira profondément et secoua la tête. Harrison, ton masque parfait est entièrement brisé. Le PDG a rendu le verdict final. L'endroit où tu dois te rendre demain n'est pas le bureau. C'est le poste de police. Harrison a convulsé à ces mots et s'est effondré à plat sur le sol. Seuls des sanglots sans parole s'échappaient de sa bouche. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Le long cauchemar de mensonges et de dissimulation était enfin terminé. En regardant Clara, elle a laissé échapper un petit soupir, comme si une corde tendue s'était enfin rompue. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. J'avais une dernière tâche à accomplir. J'ai rassemblé les tasses de café sur la table et j'ai souri doucement à Clara. Une nouvelle vie attendait juste au coin de la rue. Harrison gisait face contre terre sur le sol, gémissant de manière incohérente. Ses plaintes précédentes s'étaient estompées. À la place, son dos tremblait violemment. Il devait avoir enfin réalisé que chaque mensonge était exposé et que chaque issue de secours était brûlée. Le personnage d'entreprise d'élite dont il était obsédé avait disparu, ne laissant qu'un homme misérable et vide. Je l'ai regardé en silence. Je ne ressentais ni joie triomphante ni soif de vengeance. Je ne ressentais qu'un soulagement silencieux que le long cauchemar se terminait. Je n'ai pas crié ni lancé d'insultes. Le voir ramper sur le sol sans mots était une conclusion suffisante. Le silence est revenu, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Le tic-tac mécanique décomptait les secondes de la dure nouvelle réalité d'Harrison. Wallace a rompu le silence. Je suis si incroyablement désolé. Sa voix habituellement condescendante tremblait. Au lieu de protéger la maison que mon frère a construite, j'ai laissé ma propre cupidité m'aveugler et j'ai essayé de vous expulser. J'ai honte de me dire de la famille. Il a fait s'incliner la tête de Bette Béatrice également. J'ai secoué lentement la tête et j'ai croisé le regard de Wallace. C'est bon, Wallace. Les mensonges d'Harrison étaient méticuleusement conçus, mais comprenez ceci. Je protégerai cette maison par moi-même à partir de maintenant. En larmes, Wallace a hoché la tête à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Il s'est ensuite tourné vers Harrison sur le sol et a parlé froidement. Harrison, à partir d'aujourd'hui, nous coupons complètement les ponts. Ne te montre plus jamais à notre famille. C'était une excommunication totale. Harrison a sursauté, mais il n'a pas pu dire un mot en retour. Monsieur Kensington a fait un pas en avant et a posé une carte de visite sur le sol près du visage d'Harrison. Monsieur Sterling, mon travail est de vous tenir légalement responsable en tant que représentant de Clara. Je déposerai les papiers du divorce. Vous aurez des nouvelles de la police concernant le vol d'identité et les violences domestiques. Sa voix clinique a agi comme les dernières menottes sur l'esprit d'Harrison. Il en va de même pour le détournement de fonds et la falsification. Si vous tentez de fuir ou de détruire des preuves, un mandat d'arrêt sera immédiatement émis. Je vous recommande de vous rendre demain, a soupiré Monsieur Caldwell. Je n'ai plus rien à vous dire. Il a tourné le dos. Il n'y avait pas une seule main tendue pour sauver l'homme qui avait tout perdu. Harrison s'est lentement relevé. Son visage était couleur de cendre. Ses yeux vides et sans concentration. Son costume cher était froissé. Sa précieuse cravate ruinée. Il a ouvert et fermé la bouche en essayant de parler. Mais seul un sifflement est sorti. La bouche qui avait débité tant de mensonges articulés et insulté tant de gens ne pouvait plus former un seul mot. Il a regardé ses mains tremblantes, puis s'est lentement tourné vers Clara et moi. Il est tombé à genoux et a lentement baissé la tête vers le sol. Ce n'était pas la prosternation calculée et dramatique qu'il avait faite auparavant. C'était une inclination silencieuse et effondrée d'un homme dépouillé de toute fierté et vanité, mais cette excuse silencieuse n'atteindrait jamais nos cœurs. Le temps des excuses était passé depuis longtemps. Je me suis dirigé tranquillement vers lui, m'arrêtant à quelques mètres. Harrison, ce que tu as essayé de voler dans cette maison, ce n'était pas de l'argent. C'était notre dignité et nos vies paisibles. Ma voix était remarquablement calme. Clara n'est plus ta femme. Cette maison n'est plus ton issue de secours. Fais tes valises.
pars immédiatement et ne remets plus jamais les pieds sur cette propriété. Ce n'était pas un cri, mais l'ordre silencieux le rejetait plus fermement que n'importe quelle insulte. Harrison a gardé son front sur le sol et a fait un petit signe de tête. Comme une marionnette cassée, il s'est faiblement relevé et a titubé vers la porte d'entrée. Il n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas parlé. Il a ouvert la porte et une brise froide d'automne a balayé le salon. Bruit sourd. Le son lourd de la porte se refermant a résonné dans la maison. C'était le signal que le cauchemar était vraiment terminé. Le silence est revenu dans le salon. C'est fini, a murmuré doucement Monsieur Caldwell. J'ai laissé échapper une profonde respiration, relâchant toute la tension dans mes épaules. Clara s'est affalée sur le canapé, s'est couvert le visage et s'est mise à pleurer tranquillement. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais des larmes de soulagement d'avoir enfin repris sa vie en main. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai serré ses épaules tremblantes. Maman, c'est fini. C'est vraiment fini. Oui, c'est fini. Tu n'as plus à avoir peur de personne. Les larmes chaudes de ma fille sont tombées sur mes mains. Je savais que dans cette maison qu'Arthur protégeait, la nouvelle vie de Clara était sur le point de commencer. La longue nuit noire s'était dissipée et un matin calme et paisible arrivait. Après le départ d'Harrison, Wallace et Bette Béatrice se sont également dépêchés de partir. Eleanor, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, appelle, a dit Wallace en s'inclinant à plusieurs reprises, mais je n'ai fait que sourire doucement en réponse. À l'avenir, je maintiendrai une relation polie et distante avec eux. J'ai remercié profondément Monsieur Caldwell et Monsieur Kensington à la porte. Merci beaucoup à vous deux pour tout. Vous nous avez sauvés. Pas du tout, Eleanor. Je suis juste heureux d'avoir pu protéger la famille de mon mentor. C'est un poids en moins sur mes épaules également, a souri chaleureusement Monsieur Caldwell. S'il vous plaît, passez un moment calme et paisible avec Clara maintenant. Ces paroles ont rempli ma poitrine de chaleur. Un mois a passé. La saison a changé et le grand chêne du jardin a commencé à laisser tomber ses feuilles dorées. En ouvrant les fenêtres, la brise d'automne fraîche et douce a envahi le salon. Monsieur Kensington a appelé pour m'informer qu'Harrison avait été arrêté. Lors des interrogatoires de police, il était devenu complètement apathique et avait tout avoué. Entre le détournement de fonds de l'entreprise, les documents falsifiés et la fraude auprès prédateurs, il risquait une lourde peine de prison. Le divorce de Clara a été finalisé sans problème. Le vol d'identité a été prouvé, l'exonérant de la dette frauduleuse. Les chaînes qui nous avaient liés ont entièrement disparu grâce au système judiciaire. Maman, le café est prêt. La voix vive de Clara a appelé de la cuisine. Je me suis retourné pour la voir tenir un plateau avec 2 tasses. Un doux sourire sur son visage. Les ombres sombres de la peur avaient disparu. Une couleur naturelle était revenue sur ses joues, et elle portait une chemise à manches courtes au lieu de ses lourds cardigans. Les ecchymoses douloureuses sur ses bras avaient complètement guéri et disparu. Merci, Clara. L'air d'automne sent merveilleusement bon aujourd'hui. Nous nous sommes assises sur la véranda et avons siroté notre café. La douce lumière du soleil d'automne réchauffait nos pieds. Il semblait qu'une éternité s'était écoulée depuis que cette maison avait failli nous être volée. La terrifiante réunion de famille ressemblait à un lointain souvenir. Je pense que je vais commencer à travailler le mois prochain, a dit Clara doucement, regardant sa tasse. J'ai vu une offre à temps partiel dans un café près du bureau de Monsieur Kensington. Je veux commencer à sortir et à construire une vie par moi-même. J'ai été surprise, mais extrêmement heureuse. Ça semble merveilleux. Le café que tu fais est délicieux. Fais un pas à la fois. Je ne veux plus que tu t'inquiètes pour moi, maman, a ri timidement Clara. La fille qui était autrefois réprimandée pour son inutilité avançait maintenant selon ses propres termes. En tant que mère, rien ne pouvait me rendre plus heureuse. Nous ne dépendrions plus des autres. Nous nous soutiendrions mutuellement. C'était notre nouveau chemin. Après avoir terminé notre café, nous nous sommes dirigés ensemble vers le manteau de la cheminée. Nous nous sommes tenus devant l'urne et la photographie d'Arthur. J'ai allumé une petite bougie commémorative. La lueur silencieuse et réconfortante de la flamme a éclairé la pièce. J'ai fermé les yeux et j'ai joint les mains. Arthur, je suis désolé pour le rapport tardif, mais tout est résolu, lui ai-je parlé dans mon cœur. J'ai protégé la maison que tu nous as laissée.
Clara va très bien. À partir de maintenant, nous vivrons heureuses toutes les deux, chérissant nos souvenirs de toi. » Les yeux fermés, j'avais l'impression qu'Arthur me souriait chaleureusement. Peut-être que c'était la guidance d'Arthur qui nous avait amené Monsieur Caldwell. Son amour avait transcendé le temps pour sauver notre famille. Cette profonde prise de conscience a rempli mon cœur de paix. À côté de moi, Clara avait également les mains jointes en prière. Son profil semblait si calme, rayonnant de la force d'une femme indépendante. Nous avons ouvert les yeux. Le visage souriant d'Arthur sur la photographie semblait juste un peu plus fier. Nous avons pris une profonde inspiration. La maison était remplie de lumière vive et d'une douce brise. Tout ce que nous avions failli perdre nous était revenu. Non, c'était revenu comme un lien beaucoup plus fort et plus certain qu'auparavant. Il y aura peut-être des défis à l'avenir, mais tels que nous sommes maintenant, nous pouvons tout surmonter. J'ai regardé Clara et je lui ai adressé un sourire sincère. Maintenant, que dirais-tu de déjeuner? Je vais faire ta salade de poulet préférée aujourd'hui. Vraiment? Laisse-moi t'aider. Nos rires ont résonné doucement dans la maison paisible. Les mensonges et les ombres sombres du passé avaient disparu. Notre nouvelle vie